partie du débat au lendemain de ce vote, de ce référendum en Suisse qui a donc conduit à l'interdiction de la construction des minarets. Nos invités sont toujours avec nous. Il y a Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, Mustapha Benchenan qui est professeur de sciences politiques à Paris et également à la Sorbonne d'Abu Dhabi. Merci de nous accompagner ce soir. Maximilien Bernard, il est secrétaire de l'UDF Suisse. C'est l'un des deux partis qui est à l'instigation de ce référendum. Et puis nous a rejoint Dounia Bouzar, qui est auteur de L'intégrisme, l'islam et nous. On a tout faux, c'est le titre de votre livre. Vous êtes avec nous et merci de nous avoir rejoints pour la deuxième partie de ce débat. On va voir maintenant l'impact sur les autres pays que la Suisse de ce vote, et notamment en France où ce résultat a fait beaucoup réagir depuis hier soir. Il culmine à 25 mètres, le minaret de la mosquée de Créteil, en région parisienne. Il n'est jamais utilisé pour l'appel à la prière. Pour la communauté musulmane, c'est un simple élément de décor architectural, non obligatoire pour la pratique de l'islam. Sur le plan religieux, sa fonction est facultative, parce que maintenant l'appel à la prière ne se fait pas par le minaret, mais c'est pour faire joli et pour distinguer ce bâtiment, pour dire que c'est une mosquée. Dans la ville, le minaret n'a jamais vraiment suscité le débat au sein de la population. Enfin, ça va ensemble, mais j'ai pas une idée particulière là-dessus, non. À Strasbourg, la grande mosquée est en plein chantier. La coupole a été posée vendredi. Aucune trace de minaret. Pourtant, la maquette en prévoyait un, mais l'équipe municipale précédente, pilotée par un maire UMP, en a interdit la construction. Changement de discours avec la nouvelle équipe municipale, PS. En symbole, c'est important que, quand il y a des clochers, il puisse y avoir des minarets. Je pense que, notamment pour la grande mosquée centrale de Strasbourg, ce serait normal. Le plus haut minaret de France, 33 mètres, est celui de la mosquée de Paris. Pour les responsables politiques, il n'y a aucune raison que le vote suisse trouve un écho en France. Ce qu'on essaie de faire croire, c'est qu'avec minaret, il y a muezzin, donc appel à la prière, et puis derrière charia, etc., etc. Ça a été toute la thématique de la campagne des populistes et l'extrême droite suisse. Aujourd'hui, il y a des discussions qui existent et ça se fait de manière tout à fait acceptable. Il existe des minarets dans notre pays. Il ne s'agit pas tout d'un coup de les interdire. Mais en même temps, il faut veiller pour l'avenir à ce que les minarets qui se construisent, et il y a des constructions qui sont prévues, respectent nos règles et nos règles d'urbanisme. La France compte aujourd'hui une dizaine de minarets. La future grande mosquée de Marseille devrait également avoir le sien. Alors voilà pour le point du débat en France. Mustapha Benchenan, vous me disiez hors antenne que vous vouliez nous raconter l'histoire de l'apparition de ce bâtiment qui flanque beaucoup de mosquées. Il y en a 6 autour de la grande mosquée d'Istanbul, il y en a 7 des minarets autour de la mosquée de la Mecque. D'où ça vient ce minaret historiquement parlant? Je voudrais d'abord au préalable vous dire une chose, c'est que ce référendum en Suisse, qui est présenté comme un succès pour les partis populistes et extrémistes, marque en réalité leur échec. Parce que le fond du problème pour eux, ce ne sont pas les minarets, c'est l'islam. C'est la présence de l'islam en tant que dimension structurelle de la société suisse, comme c'est une dimension structurelle de la société française. Et s'ils en sont réduits à se battre sur l'architecture des mosquées, c'est parce qu'ils ont perdu sur l'essentiel, à savoir la présence de l'islam. Revenons sur l'architecture et cette tour qui est vécue en Suisse, semble-t-il, par une partie importante de la population, comme un signe d'agression, j'aurais tendance à dire. Alors, ça n'a pas de signification politique, ça n'a rien à voir avec la charia. Historiquement, en 622, lorsque les premiers musulmans ont quitté la Mecque parce qu'ils étaient persécutés par d'autres arabes polythéistes, ils ont traversé le désert sur 350 km et ils sont allés se réfugier dans une ville qui s'appelait à l'époque Yatrib. C'est ce qu'on appelle l'Hégire, le Hijra en arabe. Et là, ils se sont installés et ils ont construit leur première mosquée. Et puis, à un certain moment, il s'est posé la question suivante, comment faire pour prévenir les musulmans de l'heure de la prière? Donc il y a une solution qui est apparue de façon tout à fait improvisée et empirique. On a dit, tiens, on va demander à l'un de nous, celui dont la voix porte le plus loin,
de monter sur le point le plus haut de la mosquée et d'appeler à la prière. Et cet homme-là, ce n'était pas n'importe qui, il s'appelait Bilal, et c'est un ancien esclave racheté par Mohammed à son maître qui le persécutait, qui a été libéré par Mohammed. Voilà l'histoire de la naissance du minaret. Donc pas de signification politique, Pas et du pourtant tout. on sent bien dans les propos et parfois dans la confusion des propos qu'il y a quand même dans la perception que certains ont de ces mosquées flanquées de ces minarets une dimension politique. Alors, Et je comme pense que- on attribue une dimension politique à l'islam en général. J'accorde le bénéfice de la bonne foi au plus grand nombre. Donc, par ignorance, on peut faire des confusions. Mais je ne pense pas que ceux qui manipulent les électeurs fassent des confusions. Ils savent très bien ce qu'il en est, et ils savent très bien qu'il n'y a pas de lien entre le minaret et la politique, en aucun cas. Alors, Dounia Bouzar, vous nous avez rejoint. Ce débat, on l'a eu au début sur la Suisse, et on s'interroge aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi, en France, il a eu un tel écho. Quelle est votre analyse ? Mon analyse est simple, c'est que ça vient quand même surfer sur un fantasme, un non-dit, un tabou, qui est que celui qui pratique l'islam est quand même quelque part pourrait tomber dans le terrorisme, dans l'intégrisme. Et c'est vrai que le musulman pratiquant n'est pas perçu comme le musulman non pratiquant, et que l'islam est présenté comme la religion des autres, la religion d'une autre culture, de l'étranger. Et que pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait quand même que les gens qui venaient de cette religion laissent l'islam à la frontière pour être des vrais Français. Alors, c'est vrai que c'est posé le débat comme si l'islam était complètement incompatible avec les valeurs modernes, comme si c'était une religion à part. C'est quand même très grave. La publicité qui a été faite en Suisse, enfin l'affiche plus exactement qui a été faite en Suisse pour le référendum, associe l'intégrisme avec cette image de burqa et la pratique religieuse, le minaret qui représente la mosquée, voulant dire quand même que celui qui prie, eh bien, il est forcément intégriste. Donc forcément en France, ça vient raviver une peur. Longtemps, on a cru que ceux qui voulaient construire des mosquées n'étaient pas intégrés. Après, on a fini par comprendre ces dernières années qu'au contraire, c'était une preuve d'intégration. C'est des gens qui se sentaient en France, de culture française, qui ont grandi à l'école de la République, qui ont écouté les mêmes musiques, qui regardent les mêmes films, mais qui veulent rester fidèles à leur propre religion et qui peuvent être de culture française et de confession musulmane. Et le drame, juste une petite phrase, le drame dans cette affaire, c'est que la République, il y a déjà des drames avec certaines populations parce que la République n'applique pas sa devise d'égalité. Si les républiques se mettent à ne pas appliquer leur devise de laïcité et font de la laïcité à double vitesse, ça va devenir très grave parce que ça va être vécu comme de la discrimination. Dominique Sopo de SOS Racisme. Je crois que là, on est